Merci tout d'abord à Visibrain pour l'invitation. Moi, je travaille à la DIT, alors que la plupart d'entre eux ne doivent pas connaître. On est assez discret, même si on est pas mal développé aujourd'hui. C'est à peu près 800 consultants. Et surtout, on n'est pas du tout dans le monde de la com. On est un peu originaux par rapport au profil ici. Nous, on est dans l'investigation, dans l'analyse, l'intelligence stratégique. Donc, nos clients, c'est principalement des grands groupes, des ETI, très français. On a une logique assez de défense par rapport à notre histoire, des intérêts français, globalement économiques. Et on répond à des questions très précises sur des logiques concurrentielles, comprendre comment un concurrent se développe à d'autres bouts du monde. Est-ce que l'usine qu'ils annoncent dans un rapport général, il existe vraiment? On peut également aussi vérifier si des partenaires potentiels ont, on va dire, une certaine fiabilité. Il n'y a pas des cadavres cachés. Récemment, un dossier d'un de mes collègues a montré qu'une entreprise très prometteuse en Italie pour une acquisition était en fait totalement liée à la mafia locale. Donc évidemment, c'est problématique. Et du coup, on exploite en fait tout ce qui va être trace numérique pour travailler sur nos données. Donc moi, c'est un peu le sujet de mon département. Et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille avec Visibrain, presque depuis le début, depuis un peu plus de 10 ans, pour capter, collecter, travailler sur l'information numérique, et notamment dans des cas de risques et de problématiques qui peuvent toucher l'entreprise. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on va s'intéresser à l'astroturfing ce matin. Alors juste une chose, tout à l'heure, on a parlé de LinkedIn. LinkedIn, faites attention quand même sur la communication. Pour nous, c'est une source très intéressante d'informations. Je pense qu'on est dans les pionniers, on s'en servait dès les débuts, dès que ça s'est lancé en LinkedIn en France, avant les années 2010, avant même que ce soit sur la communication. Les gens racontent tout et n'importe quoi dessus. Beaucoup d'informations très stratégiques, donc soyez vigilants, c'est ce que je dis toujours. C'est précieux pour nous, mais du coup, faites attention, défendez vos entreprises, vos organisations, faites en sorte que les gens ne révèlent pas trop quand même sur ce qu'ils peuvent faire. Donc l'astroturfing, de quoi il s'agit? C'est un terme, je pense, que la plupart d'entre vous avez entendu, qui est de plus en plus communiqué aujourd'hui. On peut, il y a notamment les cadres d'ingérence étrangère, mais aussi on parlait tout à l'heure, Véronique évoquait la dernière campagne présidentielle où les acteurs politiques l'utilisent de plus en plus avec un certain succès. L'un d'entre eux, justement, arrivait avec une stratégie quasiment avouée d'ailleurs d'astroturfing, de faire monter des sujets en trending topic. Et avec le double avantage que ces sujets étant très polémiques, derrière ça générait d'autres débats, d'autres discussions, donc permettant d'avoir d'autant plus de bruit. L'astroturfing, en fait, pour revenir à l'histoire, c'est quelque chose, cette notion, en fait, l'astroturf, ça correspond à une marque de gazon artificiel. Et l'idée, en fait, c'est un jeu de mots sur le fait, donc cette marque de gazon artificiel américain promettait d'avoir un gazon plus vrai que nature. Et l'idée de l'astroturfing, justement, c'est de faire un mouvement, de simuler un mouvement de personnes, de citoyens, qui soit plus vrai que l'original, en fait, qui soit tellement réaliste qu'on finisse par s'y perdre. Le terme a été inventé par un sénateur démocrate américain à la fin des années 80, qui avait reçu des milliers de courriers de prétendument citoyens concernés contre une des législations qu'il défendait. Il avait pu, avec un peu d'investigation, retraiter tout ça à une compagnie qui était opposée au projet. Donc avec les réseaux sociaux et le web, évidemment, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de mettre en place des compagnies d'astroturfing, plus besoin d'envoyer des courriers. On va pouvoir mettre en place des sites qui vont propager des messages. On va surtout pouvoir créer des comptes, des alias sur les réseaux. Alors, fut un temps, c'était pas mal sur des robots, sauf que c'est pas très efficace. Ça va être plutôt des alias, des comptes activés, alors soit d'un point de vue politique par des militants qui vont se coordonner, mais également de plus en plus d'entreprises, et ça partout dans le monde en fait, qui vont proposer des agences d'animer des alias justement pour pousser des sujets, pousser des tendances, avec justement le fait que les réseaux sociaux aujourd'hui favorisent ce comportement parce que des campagnes d'astroturfing bien coordonnées vont être valorisées par les algorithmes. Donc ça, malheureusement, tant qu'on ait cette logique justement de recherche du buzz permanent, l'astroturfing sera toujours valorisé. Comment ça marche, notamment pour les agences qui le mettent en œuvre? On avait vu le témoignage pendant la crise Covid assez intéressant d'un repenti d'une agence espagnole qui faisait donc une agence d'influence qui faisait ce type de campagne, qui expliquait que donc dans son équipe il y avait donc les personnes qui travaillaient sur ce type de campagne gérant en moyenne une trentaine d'alias par chacun, donc c'est-à-dire qu'ils animaient, qui publiaient des messages qui étaient fournis ou coordonnés justement avec leurs clients, et avec une logique justement de différents types de rôles. Alors, ils présentaient les deux principaux alpha et bêta. Les alphas, ce sont les
les comptes qui ont vocation à devenir influents sur leur thématique, à créer finalement une légitimité via leur message, via leur pénétration de communautés cibles justement, qui leur permet donc d'être très repris, d'être visibles assez rapidement. Et derrière, plus sournois, les bêtas qui vont soutenir évidemment ces acteurs, mais surtout qui vont attaquer en meute leurs détracteurs, avec une litanie de messages qui fait que souvent ceux qui sont cibles n'arrivent pas à y répondre parce qu'ils en reçoivent en permanence, avec des argumentaires évidemment bien travaillés, bien ciblés, parce que derrière c'est fait par des professionnels. Et cette logique justement d'alliance de comptes bêta et alpha, souvent c'est un signe quand on en est victime, on a des clients qui viennent nous voir quand ils trouvent des choses un peu étranges, souvent déjà ça c'est un signe, c'est un indice qu'on peut être victime d'une campagne d'astroturfing. Après, ça peut être aussi utilisé l'astroturfing dans des logiques de soutien pour des entreprises, des acteurs qui sont un peu qui peuvent être en difficulté, attaqués sur un instant T. Moi, j'ai longtemps analysé sur un blog les émissions, les réactions à l'émission Cache Investigation d'Élise Lucet, dont évidemment, vous connaissez, je pense tous, qui a un angle très offensif revendiqué contre les entreprises. Là, le visuel que vous voyez, c'est une cartographie faite avec un export justement développé par VisiBrain qui permet d'identifier les liens entre les comptes qui sont des nœuds ici sur un sujet donné. Donc là, on était sur une émission concernant qui ciblait les semenciers, donc l'Imagrin était attaqué. Et la stratégie de l'Imagrin, on voit un focus sur sa campagne, sur sa communauté en violet, ça a été d'activer différents influenceurs qui soutiennent justement le secteur pour pouvoir relayer ces messages. Vous voyez que les petites grappes qui correspondent en fait ici aux communautés de ces acteurs. Alors quand on voit ça, c'est pas une preuve d'astroturfing, ça peut être juste le fait que ces personnes qui par ailleurs régulièrement publient sur ce sujet, sur ces contenus, ont décidé de réagir, mais ça peut être un indice si on s'intéresse au sujet, de se dire, quand on voit justement une coordination d'acteurs influents, peut-être que derrière, il peut y avoir une stratégie mise en place. Ces attaques, elles peuvent être délétères, on n'est pas que sur des logiques de réputation. Nous, on a eu des cas où des clients étaient victimes d'attaques très élaborées, avec là, par exemple, les visuels blanchis d'une étude qu'on a pu mener. C'était sur une entreprise, en fait, qui avait publié des résultats un peu décevants et qui était la cible depuis un certain temps d'un fonds activiste. Et ce fonds activiste, en fait, a publié un rapport à la limite de la diffamation qui posait des questions, justement, qui ciblait le management, qui indiquait que l'entreprise pouvait justement aller encore plus mal. Et au même moment qu'ils ont publié ce rapport, plein de comptes anonymes sont nés sur différentes formes d'investisseurs pour semer la panique chez les key porteurs. Donc justement, quand on a été missionné là-dessus, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a investigué à la fois sur le rythme de publication, sur le fonctionnement de ces alias, pour justement démontrer qu'il y avait quelque chose d'artificiel, à la fois artificiel et de coordonné, mais on a été plus loin, on a été capable, en investiguant sur ce qu'il y avait derrière les alias, de trouver des liens concrets avec ce fonds justement qui avait attaqué l'entreprise. Ce qui leur a permis évidemment d'agir et de mettre fin à ces attaques. L'astroturfing, très souvent, c'est quand même des choses qui, quand on en est victime, évidemment, c'est problématique. C'est rare quand même que ça touche, qu'on soit capable d'impacter l'ensemble de l'opinion, mais il y a quand même des cas où on voit que quand les stratégies sont persistantes, parce que finalement, c'est difficile d'avoir des moyens, toujours cet exemple de la campagne présidentielle, des partis politiques peuvent mettre en place des stratégies avec succès d'astroturfing pendant une campagne parce qu'ils ont des moyens. Ils ont, via les fonds de campagne, finalement, ils seront remboursés, donc ils peuvent payer des gens pour coordonner des actions. Une fois que la campagne se termine, il n'y a plus d'argent, donc du coup, les choses s'arrêtent. Et c'est ce qui est passé justement sur cette histoire de trending topic. Pareil, pour des actions militantes d'ONG, on peut avoir des choses très efficaces dans un temps assez court, mais ça va être dur de fonctionner dans la durée. Donc pour que ça marche dans la durée, il faut des fonds, il faut des moyens, ou alors une très forte motivation. Moi, ce que je considère finalement, c'est que les astroturfeurs, parmi les plus performants, c'est les complotistes. Toutes les stratégies, justement, la génération du complot, qui sont par ailleurs, eux aussi d'ailleurs, valorisées par les réseaux sociaux. Hein. Pendant très longtemps, ils ont mis 10 ans à agir. YouTube, typiquement, son algorithme favorisé sur n'importe quel sujet, que ce soit sur la réalité du 11 septembre, l'attentat, l'alunissage américain sur la Lune, etc. C'était à chaque fois les vidéos les vidéos complotistes qui étaient mises en avant. J'avais cartographié il y a 10 ans, au tout début, quand on faisait cette étude de sujet avec VisiBrain, les échanges américains aux États-Unis sur les vaccins. Et on voit en fait sur la cartographie
des échanges, une communauté vert clair très structurée d'acteurs donc complotistes qui considèrent que les vaccins le vaccin c'est le mal, ça sert à rien, donc si on nous vaccine c'est parce que c'est pour nous mettre des puces ou des choses comme ça. Mais du coup, ces acteurs justement complotistes qui ont des sites, qui ont une stratégie de communication très élaborée depuis longtemps, ils voulaient justement toucher d'autres communautés. Donc ils ont ciblé une communauté bleu clair de parents inquiets, donc une communauté pour le coup légitime en fait, de gens qui s'enseignent, de parents qui se renseignent sur les difficultés à avoir certains vaccins, sur des craintes, sur d'éventuels effets secondaires. Et donc pour les cibler et les convaincre que les vaccins c'est mauvais. Et ils avaient aussi ciblé une autre communauté en rouge d'acteurs qui sont plutôt sur la défense d'un mode de vie plus naturel, plus bio, en leur disant là des messages justement différents pour indiquer que les vaccins c'est pas naturel, il y a des adjuvants et on peut se soigner autrement. Et l'efficacité de cette stratégie est aussi liée au fait que les acteurs du vaccin n'ont rien vu de leur côté, très clairement. On voit tout à droite, en haut, autour de Gavi Alliance, les acteurs officiels justement de la parole publique sur les vaccins qui communiquent entre eux, qui sont repris, donc leur message ne touche pas du tout les autres communautés, et c'est ça qui a fait que finalement ces théories ont pu se développer aussi facilement et qu'on a pu avoir autant de problématiques. Alors il y en a eu en France, mais aux États-Unis ça a été bien pire sur la vaccination. C'est parce que finalement ces stratégies ont pu rester longtemps sans être challengées. Hop. Alors, difficile de parler d'astroturfing aujourd'hui sans parler un peu des Russes. C'est des choses qu'on voit. Nous, on est très actifs pour nos clients internationaux, donc les Russes, mais pas les seuls. Globalement, les Iraniens, les Turcs, les Indiens, les Chinois, et tous les pays s'y mettent sans difficulté. Le succès de l'Internet Research Agency, fondé par le défunt Prigogine, et de ses stratégies d'astroturfing, au-delà du fait qu'il avait mis en place un modèle de financement assez efficace pour avoir des gens derrière les écrans en permanence, c'est qu'il ciblait. Finalement, ils avaient identifié, et ça a été très bien documenté suite aux enquêtes après la présidentielle 2016 aux États-Unis, où Hillary Clinton était en fait sous le feu, des attaques permanentes, c'est qu'ils ciblaient tout ce qui pouvait être point de fracture dans la société américaine. C'est ça qui fait que c'était d'autant plus efficace. L'objectif était d'être polémique et de dresser les gens les uns contre les autres. Ils ont même réussi, via des pages Facebook manipulées, à inciter des gens à faire des vraies manifestations sur le sol américain. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est ces stratégies-là qui ont permis à Trump d'être élu ou au Brexit de réussir, mais en tout cas, elles ont contribué à accélérer justement toutes les failles sociales et culturelles dans la société américaine et aujourd'hui aussi dans les sociétés occidentales. On suit évidemment aussi ce qui se passe en Afrique. On a pas mal de clients dans des zones un peu à problème. Là, le visuel que vous voyez, c'est une cartographie qu'on a réalisée de pages et de groupes Facebook. On voit que tout n'est pas manipulé justement dans une logique de déstabilisation poussée par les Russes. Ce qui s'est passé, c'est que via Wagner, il y a des pages pro-Russie qui ont été mises en place, mais avec des narratifs spécifiques. Et l'objectif justement de ces pages, c'était d'infiltrer d'autres communautés. Et en choisissant les bons narratifs, en effet, ils ont essayé à être repris par des influenceurs locaux sur Facebook, à être aussi diffusés sur des groupes de défenseurs, des juntes et des dirigeants locaux, et avec aussi en parallèle une caisse de résonance via des acteurs panafricains, alors certains liés à la Russie, d'autres pas forcément, qui vont soutenir ces narratifs. Et finalement, ça finit par créer un système qui s'auto-entretient, où ça a été infusé au départ, les messages ont été clairement poussés via des éléments qu'on peut retracer à la Russie, mais la grande majorité de l'écosystème qui reprend ces messages, finalement, est local, est quasiment naturel. Là, on est sur une infiltration totale de ces logiques d'influence. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment on peut faire pour essayer de caractériser, d'identifier si on est victime, si on observe justement une stratégie d'astroturfing? Un sujet, par exemple, qui peut être intéressant, c'est le mouvement récent des agriculteurs. On peut se poser la question si ça a pu être manipulé sur X. Donc ce mouvement a généré énormément de messages, avec donc, très forte volumétrie, donc, pour un sujet sociétal, politique, pas forcément incohérent, mais quand même beaucoup plus que la réforme des retraites. Sachant que les leaders du mouvement n'étaient pas forcément présents dessus, notamment les centrales syndicales, qui étaient d'ailleurs plus critiquées qu'autre chose. Avec un outil comme VisiBrain, on peut facilement identifier certains comptes profils particulièrement actifs sur le sujet,
Alors ça en tant que tel, c'est pas forcément une preuve, notamment sur un sujet politique sociétal, parce que d'autres en ont pu les faire les frais dans des études publiées il y a quelques années sur des sujets similaires. On peut avoir des gens qui, parce qu'ils prennent le sujet à cœur, vont être particulièrement actifs. Mais ça peut être un élément justement pour se poser des questions. Donc là, ce que je voulais vous présenter, c'est une petite méthodologie, surtout quand on est sur des gros volumes comme ça, où c'est quand même difficile de cartographier, d'analyser, on risque de perdre beaucoup de temps, pour comment rapidement, à partir d'informations qu'on obtient via un outil comme VisiBrain, pouvoir se dire, est-ce qu'il y a vraiment des risques de manipulation ou pas, et surtout une manipulation qui peut avoir un impact. Donc on peut partir de mots-clés ou de hashtags spécifiques. Donc là, on a affiché les hashtags sur une partie du corpus qui étaient les plus repris. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on applique un outil issu de la recherche, chercheur associé aussi sur ces sujets dans plusieurs laboratoires, via le coefficient de manipulation de trafic Twitter. C'est quelque chose qui a été développé par un laboratoire lié à Oxford. Et ce qui est intéressant avec ce coefficient, c'est qu'il met en avant la part de comptes qui ont été très actifs sur l'ensemble d'un réseau, pour voir finalement caractériser s'il y a des acteurs qui essayent de manipuler un topic, un sujet, en étant particulièrement plus actifs que les autres. Donc ça prend en compte aussi évidemment le nombre de comptes actifs, l'activité totale. Nous on a ajouté des éléments sur la date de création des comptes, même si pas forcément aujourd'hui le plus pertinent. Donc ce coefficient on l'a un peu adapté pour que ce soit plus précis par rapport à ce qu'on observait. Et du coup, avec notre adaptation, les résultats donnés sur les principaux hashtags, par exemple agriculteurs en colère, soutien aux agriculteurs, une activité normale ou en tout cas peu biaisée, c'est-à-dire que potentiellement il y avait des démarches d'astroturfing mais qui étaient finalement qui n'avaient quasiment pas d'impact sur le réseau. Par contre, sur deux autres hashtags, résistance paysanne, lié à un compte d'ailleurs qui venait d'être créé pendant le mouvement, il y a sans doute des choses qui étaient en cours, et surtout Frexit, mais là c'est logique, c'est lié justement au fait que sur cette opération, il y a beaucoup d'acteurs souverainistes liés à des mouvements d'extrême droite qui ont réagi et qui ont essayé de pousser leur sujet, mais là typiquement c'était clairement démontré, même si pour le coup le résultat de notre score montrait qu'il y avait peu d'impact. Donc vous me direz, c'est pas forcément très intéressant s'il n'y a pas tant de manipulation que ça. Comme je disais, on suit les sujets à l'international, en Pologne, où vous avez aussi un mouvement d'agriculteurs. Vous avez un hashtag assez intéressant qui est né, alors si j'arrive à le revoir, Kremlowski Rolnik, littéralement agriculteur du Kremlin. Et ce hashtag, dont le score justement du coefficient de manipulation est 3 fois supérieur à celui du Frexit sur le corpus français. Donc là, on est clairement sur une action. On peut considérer que c'est de l'astroturfing si on veut enquêter, avec en plus un sujet qui a été actif que pendant quelques jours. Quand on regarde justement le cœur des tweets, on voit que c'est quelque chose qui a été monté pour décrédibiliser le mouvement, avec des photos, quelques photos éparses d'agriculteurs prétendument avec des drapeaux russes. Donc là, on est sur une opération qui ne vient pas des Russes plutôt, mais qui essaye justement de les utiliser pour attaquer le mouvement. Donc on en revient au fait que l'astroturfing, c'est des techniques qui peuvent être exploitées par n'importe qui, n'importe quel acteur, sur n'importe quel sujet. Parce que ce n'est pas forcément sur des temps courts très compliqués à mettre en œuvre. Et que souvent, si on est sur des logiques je parlais donc au début des alphas et des bêtas, des gens qui mettent ça en œuvre, les budgets peuvent être importants, mais si derrière ça permet d'économiser des dizaines de millions d'euros, voire plus en termes de législation mise en œuvre ou de déstabilisation de concurrence, c'est évidemment extrêmement rentable. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir sur les indicateurs qui peuvent poser question sur l'astroturfing ? Le fait d'avoir cette mobilisation quantitativement importante qui est objectivée justement par le coefficient de manipulation. Le fait aussi dans les profils qui sont les plus actifs d'avoir des acteurs dont finalement les éléments sont un peu étranges, c'est-à-dire qu'on a peu d'informations personnelles, c'est-à-dire que les alias aussi ne se retrouvent pas sur d'autres réseaux sociaux, qu'ils ont un focus sur certains sujets qui semblent aussi coordonnés entre eux, notamment c'est souvent le cas dans les bêtas. Et évidemment, l'astroturfing, on ne le fait pas pour n'importe quoi. Il faut qu'il y ait des narratifs, une logique, notamment par rapport à des acteurs qui peuvent parler du même sujet, qui vont pousser vers un sens, vers des éléments qui profiteront à un acteur potentiel.
Surtout quand on attaque justement, c'est une entreprise qui se retrouve attaquée, il faut que derrière, il y ait des bénéficiaires, des éléments qui soient publiés. Et une fois qu'on a pu caractériser l'astroturfing avec ces indicateurs, on n'a pas encore de preuves, c'est là qu'on ira dans une logique, si c'est vraiment quelque chose de problématique, d'investigation, où ce qu'on fera, nous, c'est avoir une investigation numérique poussée pour essayer de retrouver justement toutes les traces qui peuvent donner des éléments vers qui peut être à l'origine de ces actions, et parfois également mener avec des investigations terrain, avec des sources terrain du secteur, si l'investigation numérique n'a pas permis de tout retrouver. Merci de votre attention, et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Merci encore Guillaume, super intéressant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce contenu très riche en informations? Est-ce que vous avez besoin de précision? Profitez-en. Bon, c'est rare d'avoir Guillaume pour ce genre de questions. Bonjour, Johan Temista, relations médias et communication digitale chez Bouygues, le groupe Bouygues. Petite question, là vous avez décrit un phénomène, moi j'ai découvert le nom personnellement là maintenant, ce matin, je le connaissais pas avant. Comment, une fois admettons qu'on ait identifié grâce à une enquête, comme vous le dites, qui remonte le fil des événements pour identifier qu'on est bien victime d'un astroturfing, d'un point de vue communication, comment est-ce qu'on peut réagir face à ça? Notamment, nous, on voit qu'il faut qu'on prenne du recul sur la situation et qu'on ne l'interprète pas comme un vrai signal organique, mais par exemple des parties prenantes extérieures comme des journalistes, des observateurs qui voient la situation et qui nous interrogent à ce sujet-là. Comment est-ce qu'on est censé traiter et adresser ce sujet d'un point de vue communication? Alors, déjà, il y a le fait de vérifier que souvent les stratégies d'astroturfing n'ont pas forcément beaucoup d'impact. Donc avant de communiquer dessus, je vérifier si ça a un impact, si ça vaut le coup finalement de communiquer. Et là, pour l'usage d'un outil comme VisiBrain permet largement de se rendre compte, en effet, via les datas, s'il y a une pertinence ou pas à le faire. Et après, en général, ces sujets-là, moi, mes clients, ça va être surtout des acteurs liés à la direction générale ou à la sécurité, donc qui vont être en lien avec leurs collègues de la communication. Tout va être d'abord décidé s'il y a une logique de porter plainte ou pas, si on a identifié les acteurs. Et après, c'est en fonction de si on porte plainte, et donc on a pu avoir des éléments pour démontrer qu'il y a des actions de manipulation, qu'on va décider de communiquer. Le risque étant que dans certains cas, si on n'a pas assez d'éléments et qu'on communique un peu trop vite dessus, ça peut être prévu justement par certains de ces acteurs qui vont dire que c'est une stratégie de diversion. Et surtout pas oublier que si c'est vraiment une opération où vous avez beaucoup de personnes qui sont derrière, il y a certaines opérations d'astroturfing, ça peut, ce que disait le repenti espagnol, ça peut coûter plus d'1 million d'euros par an pour animer les choses. Donc vous avez évidemment tout un tas d'actions prévues pour attaquer. Donc il faut toujours être très prudent. Et très souvent, l'idée, ça va être de rien dire s'il n'y a pas d'éléments pertinents. Mais par contre, peut-être de voir, on a certains clients, l'information a ses pouvoirs, qui vont voir directement les acteurs qu'ils ont attaqués en disant, regardez, on a les preuves, on a tous les éléments, donc soit ça s'arrête, soit on va en justice et puis je voudrais vous expliquer. Une autre question. Oui, bonjour, merci beaucoup, c'était super intéressant. Juste une question peut-être sur les terrains d'astroturfing, parce que là on a beaucoup vu Twitter notamment, et c'est vrai que la fonctionnalité de retweet permet de créer des caisses de résonance hyper intéressantes. On a vu aussi des cas sur Facebook, peut-être de manipulation plutôt en 2017. Moi ma question ce serait sur Instagram ou sur TikTok. Est-ce qu'on voit des cas d'astroturfing? Comment est-ce qu'on peut les détecter? Est-ce que c'est des partages de stories? Du coup c'est plutôt privé, donc ça devient un peu compliqué à traquer, notamment via les outils. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, on observe de nouveaux terrains pour l'astroturfing? Alors c'est vrai que même au niveau de la recherche, alors maintenant que Elon Musk a coupé l'accès à l'API, c'est plus compliqué. Traditionnellement, les éléments les plus documentés sont sur Twitter, parce que de facto tout est public, on peut plus facilement l'analyser. Mais in fine, on peut faire de l'astroturfing sur n'importe quel réseau, en fait, tout dépend des cibles, des éléments. Sur ceux sur lesquels on n'aura pas toutes les données via des outils comme VisiBrain, je donne l'exemple de Facebook, des analyses qu'on a fait récemment sur des pays au Sahel. En fait, avec VisiBrain, on va collecter des messages sur les pages publiques. VisiBrain ne permet pas, et d'ailleurs les outils de veille globalement ne peuvent pas récupérer les informations des profils personnels. Mais les éléments des pages permettent de voir un signal, d'identifier une tendance des acteurs qui sont particulièrement actifs sur un sujet, et après, on va aller sur le réseau avec d'autres outils, d'autres éléments. Il y a des outils d'investigation justement assez poussés, comme Maltego, si certains ou certaines connaissent, qui est un outil plutôt utilisé par des logiques d'investigation, notamment par le ministère de l'Intérieur et de la Défense,
mais qui est exploitable aussi dans les domaines d'intelligence stratégique, qui permet de retrouver ce qu'il peut y avoir derrière des alias et des acteurs pour mieux caractériser. Donc quand on est sur les autres réseaux sociaux, on peut identifier des choses parce qu'il y en a qui existent, mais on peut plus se contenter simplement d'un outil, là où le coefficient de manipulation de trafic Twitter dont je vous parlais, on a tous les éléments justement pour l'obtenir sur VisiBrain. Sur d'autres réseaux sociaux, il faudra faire un peu plus d'investigation manuelle et passer par des avatars. Par exemple, toujours sur cette logique un peu terrain, on a une logique aussi de terrain numérique où dans des zones justement troubles un peu à l'international, on va avoir des partenaires qui vont faire des recherches depuis leur propre compte sur les réseaux sociaux locaux parce qu'ils ne remonteront pas la même information. Et ça nous aidera justement à caractériser des choses qu'on a pu voir, nous, depuis nos bureaux parisiens. Donc il faut justement être capable d'avoir des accès, des comptes, des éléments qui aident à objectifier les choses et à identifier des éléments intéressants. On parlait de WhatsApp tout à l'heure. WhatsApp, on ne peut pas le mettre en surveillance, on peut le mettre en veille, mais il y a des groupes qui peuvent être accessibles. Et on voit d'ailleurs sur certains sujets d'astroturfing une logique d'A/B testing, où en fait il y a des thématiques qui vont être testées dans certains pays africains par des groupes justement de propagande sur WhatsApp. Ils vont diffuser des visuels ou des éléments justement de communication. Et ceux qui fonctionnent, après on les retrouvera le lendemain sur Facebook, par les pages ou autres, ceux compris, et ceux qui n'ont pas marché sur WhatsApp, ils ne sont pas diffusés. Bonjour monsieur, Léa Baird, Institut des études du ministère de l'Intérieur. Merci d'avoir décrypté le phénomène d'astroturfing. Ne pensez-vous pas qu'avec l'IA générative qui est déjà là en vérité, ces campagnes vont s'intensifier, mais ma question s'oriente plutôt sur les attaques de petites structures, notamment les PME, parce que là on parle de grands groupes d'investigation, mais sur des structures en vérité qui n'ont pas les moyens d'entamer, à la fois d'avoir des outils onéreux, qui n'ont pas la capacité RH justement à pouvoir traiter cela et qui le subissent plus et qui n'ont pas en vérité de levier pour s'en prémunir. Comment vous voyez la chose sous cet aspect, sous cet angle-là en tout cas? C'est vrai qu'en fait, n'importe qui peut en être victime, hein, des petites structures, des petites organisations, et on a même vu, un cas, ça remonte à quelques années, une démarche d'astroturfing pour amplifier un bad buzz contre une marque qui était initiée par, on a pu retracer ça, un lycéen. Et on a pu l'objectifier en disant qu'en effet, il avait eu une mauvaise expérience avec cette marque quelques années auparavant. Donc probablement, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait décidé d'acheter des likes, des retweets. Pour le coup, c'était des bots, donc c'était pas extrêmement... ça donnait une impression de volumétrie, mais derrière, ça n'avait pas d'impact sur les échanges. Mais c'était quand même quelqu'un, c'était pas du tout un concurrent ou quoi que ce soit, juste une personne qui était énervée. Donc avec l'IA générative qui facilite la génération de contenu, on va avoir une démocratisation encore plus forte justement de ces attaques. Mais quand je parle de risque numérique, on s'intéresse aussi au risque cyber, c'est la même chose. ChatGPT, vous avez DarkGPT sur le dark web, où vous utilisez des modèles adaptés pour identifier des failles sur des sites, sur des entreprises, et permettre à des personnes qui n'ont aucune compétence technique de mener des attaques assez élaborées cyber. Donc ça va renforcer encore ces attaques. Et pour les PME, les petites entreprises, la problématique, c'est que si personne les aide, alors ça peut être peut-être via les organisations de filières, type MEDEF, CGPME, etc., qui peuvent les accompagner, voir aussi s'il y a des choses qui peuvent être faites au niveau de l'État. Mais c'est vrai que quand on n'a pas les moyens, et souvent on n'a même pas le temps, c'est ça aussi le problème aussi des PME, on a pu travailler parfois sur certains sujets, les dirigeants de PME, ils sont submergés de travail, de charges, etc. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas de personnes souvent pour se consacrer à ça. Donc même au-delà d'avoir les moyens de payer un suivi prestation, c'est d'avoir le temps de le traiter, de se poser. Et pour moi, ce serait plus dans des logiques de travail de filière, de cluster, parce que très souvent, ce seront, quand il y a des attaques contre une PME spécifique, ça peut aussi recouper ses partenaires ou concurrents locaux, surtout si ça vient de l'étranger. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Oui, j'arrive. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Fabrice Pelosi, fondateur de Cineo, cabinet de conseil en communication. Il ne me semble pas avoir vu de distinction entre un cas comme l'Imagrin ou des cas d'astroturfing beaucoup plus industriels, entre guillemets, où on peut imaginer qu'un limagrin, ça peut être simplement l'utilisation d'une communauté bien réelle avec des influenceurs qui sont des agriculteurs qui utilisent les produits et au final une stratégie qui semble très intéressante et vraiment vraie
réels. Et à côté de ça, des usines de faux comptes qui vont être créées à la chaîne. Où commence l'astroturfing? Est-ce que vous faites une distinction, vous, de votre côté, entre ces différents cas? Non, bien sûr. Si j'ai montré l'exemple de Vimagrin, c'était pour dire que c'est pas parce qu'on voit des acteurs, toujours faire attention avec ce qu'on voit sur les outils, même avec le coefficient, ou donc si on fait une cartographie, ça peut être des indices qu'il se passe quelque chose. Donc sur l'Imagrin, on voyait une coordination. Maintenant, en effet, cette coordination, elle peut être tout à fait logique. Et d'ailleurs, dans le secteur de l'agriculture, l'agribusiness au sens large, qui a été très attaqué ces dernières années, il y a une vraie logique de solidarité de filière, notamment contre des attaques Cache Investigation. Je ne sais plus c'était quelle année, en 2019-2020, il y a eu plusieurs émissions d'envoyé spécial et de Cache Investigation justement qui touchaient la filière. Donc ça les a amenés à se structurer. Donc là, pour le coup, comme vous le disiez, le fait pour les acteurs de reprendre les messages et de se défendre, c'est vertueux. Mais si on prend juste le regard externe, quand on voit justement ce type d'action sur son sujet, sur son entreprise, on ne sait pas à ce stade-là justement de quoi il s'agit. Donc c'est pour ça qu'il faut en vrai investiguer, vérifier pour pouvoir objectifier est-ce que c'est de l'astroturfing ou pas, est-ce que c'est une démarche, on va dire, légitime, coordonnée ou pas. La question peut aussi se poser d'ailleurs quand on est attaqué par des militants politiques, des ONG, de savoir si c'est une coordination à un moment d'acteurs qui sont concernés par la thématique, ou alors, et c'est là que l'investigation sera nécessaire, il y a vraiment eu un moment une volonté de cibler l'entreprise sur un sujet donné. Parce qu'évidemment, la réponse à donner, la réponse de l'entreprise en termes de communication et en termes stratégiques ne sera pas du tout la même. Si on se rend compte qu'il y a vraiment une stratégie de fond pour attaquer sur un point précis la stratégie de l'entreprise, ou alors si c'est juste quelque chose ponctuel, une réaction à une actualité, un épisode problématique de pollution ou autre, qui va naturellement générer des réactions évidemment négatives, mais qui vont s'estomper évidemment dans le temps. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive au terme de cette matinée sur le premier VisiBrain Meetup. Je tiens à vous remercier vraiment, je remercie tout le monde d'avoir fait le déplacement. On était ravis de vous recevoir. J'espère que l'année prochaine, on va pouvoir renouveler cette expérience et vous accueillir avec d'autres sujets passionnants. En tout cas, on va également publier les replays des différentes prises de parole. Si vous souhaitez les recevoir, n'hésitez pas à revenir vers vos équipes. Et encore merci et excellente journée. On est encore un moment. Si vous avez des questions sur VisiBrain, si vous avez des questions sur les utilisations, profitez que toutes les équipes soient à votre service. Et encore merci et bon appétit pour ceux qui doivent déjà nous quitter. Merci.